Bonsoir et bienvenue pour ce grand oral exceptionnel. Ce soir, mon invité est une personnalité connue depuis des années par des millions de Français comme un présentateur, animateur d'émissions populaires et célèbres comme Les Enfants de la télé et Vendredi tout est permis. Voilà, vous avez deviné, créateur audiovisuel reconnu dans le monde du divertissement. Sa vie privée, sa culture, ses origines ne regardaient que lui. Et puis, il y a eu le 7 octobre, il était seulement un prénom, il est devenu un nom. Arthur est devenu pour le public Arthur et ses bagues et je le reçois ce soir. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Et bienvenue au Grand Oral. Vous publiez ce livre au titre étonnant, J'ai perdu un bédouin dans Paris, aux éditions Grasset, votre premier livre. Qui est ce bédouin ? Il y a plusieurs bédouins. Il y a le bédouin du livre qui est un membre d'une famille d'otages que j'ai fait venir à Paris pour leur présenter les pouvoirs publics. On les a accompagnés à l'Assemblée nationale parce que depuis le 7 octobre, on s'est attaché à faire connaître et à ne jamais oublier qu'il y avait des otages, mais aussi qu'il y avait aussi des otages tous les otages n'étaient pas juifs et tous les otages n'étaient pas israéliens. Et là, dans le cas des bédouins, on avait des arabes israéliens et donc je l'ai fait venir en France avec d'autres membres de sa famille pour lui présenter la presse, pour lui présenter des hommes politiques et je l'ai perdu dans Paris. Alors je ne veux pas raconter l'anecdote parce qu'elle est assez croustillante et savoureuse, mais le bédouin c'est aussi, je tenais à ce titre parce que c'est une façon de montrer aussi l'universalisme juif, c'est-à-dire montrer qu'en Israël, un otage qui soit juif ou musulman, qui soit arabe ou israélien, il est attendu et de la même manière. Et c'est ça qui est important, c'est ce que les gens ont peut-être oublié ou ne savent pas. Ou n'ont pas voulu voir. Ou n'ont pas voulu voir, c'est qu'un otage reste un otage quelle que soit sa religion. Et effectivement, d'ailleurs, c'est ce qui va traverser, tout votre livre, et c'est en ça qu'il est aussi attachant, c'est de montrer à quel point vous racontez votre récit, mais vous racontez aussi le récit des autres, et vous voulez continuer à raconter effectivement cet universalisme auquel vous tenez beaucoup, parce que on vous a vu, et on va en parler dans les manifestations donc liées bien sûr au 7 octobre et après 7 octobre, mais vous étiez aussi dans d'autres manifestations bien avant. Pour les Ouïghours, pour les Arméniens, pour les Iraniens. J'ai toujours répondu présent. J'ai toujours répondu présent. J'ai défilé pour George Floyd, j'ai défilé pour les femmes iraniennes, j'étais là pour les LGBT. À chaque fois qu'on m'a appelé pour défiler, je suis descendu dans la rue parce que je pense que c'est notre devoir aussi de citoyen et que c'est mon humanité à moi. Elle n'a pas de drapeau. Mais quand nous sommes descendus après le 7 octobre dans la rue, on s'est trouvé un peu bien seul dans une place du Trocadéro clairsemée. On s'attendait à avoir des centaines de milliers de gens, on était 5000, toujours les mêmes. Et j'ai été un peu triste, avec un sentiment presque d'abandon, de voir que ceux dont nous rêvions qu'ils nous prennent dans leurs bras pour nous consoler de ce massacre horrible dont on se remettra pas avant des générations, nous aient non pas tourné le dos, mais disons, et fin de ne pas être là. Oui, effectivement, et tout d'un coup cette injonction du pas d'amalgame, de ne pas essentialiser lorsqu'on parlait d'autres drames, et peut-être en particulier vis-à-vis de l'islam. Tout d'un coup, là, on s'est aperçu que pour les Juifs et pour les Israéliens, on pouvait amalgamer, on pouvait essentialiser et mêler tout le monde. Et vous êtes devenu, comme beaucoup d'autres, un ambassadeur du gouvernement d'Israël à votre corps défendant, pratiquement. C'est-à-dire que moi, depuis 30 ans à la télévision, je suis Arthur, je suis quelqu'un qui fait rire les gens et les divertit. Et là, pour la première fois, on m'a pris sous un autre prisme qui est celui de ma judéité. Et donc, je me suis trouvé, malgré moi, à devoir répondre du gouvernement israélien, de la guerre à Gaza, comme beaucoup, ce qui était assez perturbant, quelque part. Et quand bien même je donnais une réponse sur ce sujet, parce que quand il y avait un dîner, comme j'étais là, donc j'étais le juif de service, on me posait des questions, alors qu'est-ce qui se passe, et pourquoi, et comment, et vous exagérez, et c'est disproportionné, vous connaissez le débat de l'époque. Et moi, je devais répondre, alors que c'est pas mon rôle. Et quand bien même je répondais, on me disait, mais de toute façon, t'es conflicté, c'est biaisé ce que tu dis parce que t'es juif. Donc je me suis retrouvé au milieu d'une espèce de no man's land intellectuel de gens qui, je sais pas pour quelle raison, alors c'est une infime minorité, hein, Dieu merci, on considérait que j'étais juif avant d'être français depuis le 7 octobre. Et peut-être à un moment donné, c'est ce qui nous a poussé peut-être à, comme vous dites dans un chapitre, à dire « et j'ai parlé de juifs ». On va y revenir parce que dans ce livre, vous racontez aussi le fil qui vous relie à Israël depuis l'enfance, parce que vous avez vécu en Israël pendant quelques années. Alors ma mère est israélienne. Voilà, vous le racontez, donc c'est intéressant de le découvrir. Mais ma mère est née au Maroc, mais dès l'âge à l'adolescence, elle a quitté le Maroc pour aller vivre dans un kibboutz en Israël, le kibboutz Neve Ilan.
Et moi, dès l'âge de 5 ans, j'ai découvert Israël, ce qui fait que mon sionisme, c'est pas du tout un sionisme politique ou religieux ou territorial. Mon sionisme, c'est un sionisme charnel, les couchers de soleil, les figues de barbarie, la Tahana merkazite, c'est tout ce que j'ai découvert. Moi, je me souviens d'un temps que vous avez peut-être connu, je sais pas quel est votre âge, mais quand on arrivait à Ben Gourion, on descendait sur le tarmac, c'était du sable et les gens embrassaient le sol. Non, ça, j'ai pas connu. Moi, j'ai connu cette époque. Parler, oui, les gens embrassaient le sol. De toute façon, c'est le seul pays au monde. J'ai fait le tour de la planète. C'est le seul pays au monde où, quand on atterrit, les gens applaudissent. Mais ce que je veux dire, c'est que mon sionisme, il est de ce qu'on récite une fois par an depuis que je suis enfant, et de génération en génération, c'est l'an prochain à Jérusalem. Donc moi, j'ai aimé ce pays comme... De toute façon, il y a autant de façons d'aimer ce pays qu'il y a de juifs dans le monde. Moi, c'est ces couchers de soleil, c'est gravir Masada, c'est les cascades d'En-Gedi, c'est la diversité de Tel Aviv, le mysticisme de Jérusalem. C'est ça mon sionisme. C'est pas du tout politique. Et d'ailleurs, on peut aimer Israël et ne pas être encore en accord avec le gouvernement actuel, ce qui est mon cas. Ce qui s'appelle d'ailleurs la démocratie et la démocratie. Exactement. Et c'est ce que j'essaie de répéter. Et ce qui a été très difficilement audible comme ça a été mon discours depuis 2 ans dans les médias, avec mes amis journalistes, avec mes proches, c'est de dire on peut aimer Israël et ne pas être en accord avec Benjamin Netanyahou, comme on doit aimer le peuple palestinien et reconnaître que le Hamas sont des monstres. L'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir de l'empathie pour les Palestiniens et on peut avoir de l'empathie pour les Israéliens. On doit avoir cette empathie-là. Parce que je vous le disais, l'empathie n'a pas de drapeau. Un enfant qui meurt, c'est un mort de trop. Voilà. Et donc c'est ce truc qui m'a gêné, dont je parle dans le livre, où tous mes camarades du métier se sont rués en hurlant « cessez le feu ». Oui, vous avez raison, cessez le feu. Mais moi, j'aurais juste aimé qu'ils disent « rendez les otages » et cessez le feu en même temps. Alors on va effectivement revenir sur ce silence, parce que vous avez ensuite grandi et vous vivez en France, cette communauté juive aussi, qui a traversé l'après-guerre avec le sentiment d'être protégé, d'être, malgré les tensions qu'il pouvait y avoir, mais d'être totalement protégé, à l'abri. Et puis est arrivé le choc du 7 octobre. Au fond, cette génération, c'était les enfants de la naïveté ? Non, je ne crois pas. Moi, j'ai grandi en région parisienne, à Massy. Mes parents habitaient un immeuble à 50 mètres de la synagogue. Moi, j'ai pas connu l'antisémitisme quand j'étais adolescent. Dans le petit immeuble où j'habitais, il y avait des musulmans, il y avait des Portugais, des Marocains, des Maliens. La seule chose qui différenciait les appartements les uns des autres, c'était les saveurs culinaires. Et le vivre ensemble, moi, je l'ai connu. Et qui parfois pouvait d'ailleurs se mélanger. Exactement. Le vivre ensemble, je l'ai connu. Mes parents l'ont connu. Mes parents au Maroc n'ont jamais eu de soucis, n'ont jamais connu l'antisémitisme avec leurs amis marocains. Depuis le 7 octobre, il y a un mouvement violent qui fait que on n'a pas mesuré, je crois que les gens n'ont pas mesuré la violence du 7 octobre. Et évidemment que cette naïveté dont vous parlez, moi je parlerais plus d'insouciance, c'est-à-dire qu'Israël, protégé par ses drones, ses satellites, ses caméras, cette technologie, tout ce savoir-faire technologique un peu arrogant dont nous étions toujours fiers, eh bien, ce sont des tracteurs qui ont pété le mur et les mecs sont rentrés en mobilette et en sandales. Et on s'est dit, finalement, ce pays qui est un sanctuaire, le refuge des millions de juifs de la diaspora, a été transpercé, et c'est ce qui nous a rendu malheureux, parce qu'on s'est dit, alors si même Israël peut être à ce point attaqué sans que rien ne se passe, alors qu'est-ce qui va nous arriver demain ? Je reviens à votre milieu, à ce métier où il s'est passé aussi tellement de choses. Il y a eu un film terrible sur les viols des femmes israéliennes par le Hamas, réalisé par Sheryl Sandberg, qui s'appelait donc Les pleurs avant le silence. Bien sûr, bien sûr. Mais vous, on a le sentiment que vous avez vécu tout d'abord le silence avant les cris. Vous avez d'abord entendu le silence de tout le monde, de votre profession. Et il y a cette cérémonie qui m'a beaucoup marqué. Vous faites le récit dans le livre, vous recevez un prix très important pour votre profession de production. Et là, alors vous craquez. C'est 3 ou 4 jours après le 7 octobre, on me remet à Cannes, au Festival de la télévision, le prix du meilleur producteur de l'année. Quelque chose qui a été préparé depuis des mois.
et je veux annuler. Et on me dit, tu ne peux pas annuler, j'y vais. Et vous savez, depuis 10 ans, la télévision israélienne, avec ses fictions, avec ses téléréalités, est devenue vraiment le truc hype. Tout le monde veut être le premier à avoir le prochain Fauda ou le prochain Shtitzel. Même ceux qui critiquent Israël sont, pour les séries, dithyrambiques. Ils sont dithyrambiques. Et dans ce salon-là, la première chose qu'on fait quand on y va, c'est essayer de savoir quelles sont les nouveautés israéliennes, parce qu'ils sont ultra créatifs. Et donc ce soir-là, on me remet un prix. Avant moi, il y a plein d'interlocuteurs qui parlent. Et personne ne dit un mot sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Et alors que nous étions là à Cannes à recevoir un prix, les producteurs avec lesquels nous travaillons toute l'année avaient soit enfilé l'uniforme, soit été déjà en deuil, soit été complètement traumatisés, et pas un mot là-dessus. Et donc moi je monte sur scène et je dis écoutez, c'est pas normal, et j'explique qu'on ne peut pas aimer Israël que quand on sort des bonnes séries. Aimer Israël, c'est aussi quand tout va mal. Et ça a été un moment assez bouleversant. Et quand je suis descendu, il y a un producteur israélien qui s'appelait Avi Armoza qui est venu, qui a fondu en larmes dans mes bras et qui m'a dit merci. Et je suis parti, je suis même pas allé au cocktail à mon honneur, j'ai même pas pris le prix, je l'ai laissé sur une table. Alors je m'en suis voulu, je leur ai demandé pardon plus tard, mais c'était pour moi déplacé. Voilà. Et comme c'est déplacé, puisqu'on parle des médias et qui est un peu mon domaine, de voir les appels au boycott. Quand je vois qu'on appelle au boycott le cinéma israélien, comme on a appelé au boycott les artistes israéliens, c'est pour moi le summum de la crétinerie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il y a bien des gens et des artistes qui sont contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou, ce sont les cinéastes qui sont récompensés dans le monde entier pour les films qu'ils font contre Israël. S'il y a bien des artistes qui étaient 40 semaines dans la rue avant le 7 octobre à manifester, ce sont bien les peintres, les sculpteurs. Et donc c'est pour montrer la folie de ce monde, l'inversion de ces valeurs que nous avons vécues et cet abandon moral. Oui, l'inversion accusatoire, comme vous dites, l'idéologie qui remplace la connaissance, et bien souvent la bêtise qui pousse effectivement ce genre de comportement totalement irréaliste. Ces silences, vous avez beaucoup entendu. Vous avez aussi entendu les silences de la part d'artistes juifs qui n'ont pas voulu prendre la parole, même s'ils souffraient personnellement, mais ils n'ont pas voulu s'exprimer comme vous avez pu le faire. Vous leur en voulez ou vous les comprenez? De quel droit j'en voudrais à quelqu'un? Parce que ça a été un débat, donc je vous pose la question. Non, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Qu'il souffre, qui ne souffre pas? Celui qui ne souffre pas devant les images des enfants Bibas, c'est pas un être humain, c'est un monstre. Donc je n'ai jamais douté. Des affiches de ces bébés ont été arrachées. Alors ça aussi, mais elles n'ont pas été arrachées par des artistes juifs. Non, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien paraphraser cette phrase d'Hillel Legrand: si je ne suis pas juif maintenant, quand le serai-je? Et si moi je ne le suis pas pour Israël, quand je vais le faire? C'est-à-dire que là, on a le plus grand pogrom de l'histoire, et je connais suffisamment d'artistes de confession juive, mais français d'abord, qui ont eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, qui ont connu les camps de concentration, qui ont connu les pogroms, qui ont connu les assassinats, qui ont connu les attentats, et ils sont restés étonnamment silencieux. Alors est-ce que c'est de la lâcheté? Est-ce que c'est des petits boutiquiers qui veulent pas froisser leur public? Quoi qu'il en soit, il faut juste leur rappeler que ils restent juifs aux yeux de ceux qui nous détestent. Et c'est pas parce qu'on se tait ou qu'on est un petit peu lâche qu'on va être un peu plus aimé par les gens qui nous détestent. Ils nous considèrent de la même manière. Donc quitte à être détesté, autant être détesté parce que je suis quelqu'un de droit. Alors Arthur Essebach, j'ai regardé les dates et les calendriers et j'ai vu que vous avez donné cette interview qui change la donne, qui change tout à France Inter. C'était 10 jours après la manifestation contre l'antisémitisme qui avait été organisée en France et à laquelle le président de la République avait refusé de participer. Est-ce que ça vous a marqué au point que finalement vous vous êtes dit il faut que je parle, il faut que je dise des choses et que je sorte de ma réserve, ou est-ce que c'est une coïncidence que je relève? J'ai été, comme beaucoup de gens, déçu de l'absence du président de la République à cette marche, mais à la limite, je peux comprendre, il ne va jamais aux manifs. S'il était allé à d'autres, là, ça nous aurait mis vraiment en colère. Donc il ne veut pas aller à une manif. Mais ce qui m'a gêné, c'est qu'il a dit qu'il ne voulait pas au nom de l'unité. C'est-à-dire que le fait de défiler pour une manif contre nationale, c'est ça le plus compliqué dans son argumentaire. Et c'est ça qui m'a gêné, c'est de dire si je vais à cette manifestation, je risque d'abîmer la cohésion nationale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en France, on est antisémite. Donc ça m'a perturbé. Et puis en plus, dans la nuit qui a suivi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait une interview à la BBC qui avait été extrêmement violente, où il avait dit qu'Israël bombardé de manière des bébés, voilà. Donc non, une fois de plus, moi je suis citoyen, je donne mon avis, je parle au nom de personne. J'ai été, oui, déçu, oui, comme beaucoup, parce que je n'ai pas compris. On a démarré
un 9 octobre avec un président qui a demandé à monter une coalition pour éradiquer le Hamas. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette coalition. Elle n'a jamais vu le jour. Et qui, 10 jours plus tard, appelait déjà au cessez-le-feu. Donc on a eu du mal à suivre en fait, ce yo-yo jusqu'à la reconnaissance de l'État palestinien sans condition. Vous estimez qu'aujourd'hui, il y a une forme de, quelque part, de rupture entre la France et les Juifs de France. Vous dites, mon pays n'est pas antisémite, ce qu'on a pu voir à travers différents sondages, et ce que l'on constate aussi à travers le succès d'ailleurs que rencontre votre livre, de ce point de vue-là. Mais est-ce qu'il s'est passé une rupture avec, avec les élites ou avec la société française? Moi, je vous le redis, la France n'est pas antisémite. Et il y a des antisémites en France, mais l'immense majorité des Français n'est pas antisémite, et les pouvoirs publics font en sorte que l'antisémitisme soit condamné, traqué et empêché. Maintenant, qu'il y ait encore du boulot, il y en a encore beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait une scission entre les Juifs et la France. Par contre, je pense que les Juifs de France se sont renfermés comme une huître vis-à-vis du président Macron. Voilà. C'est le sentiment que j'ai quand je discute avec mes amis. Ils sont déçus. Ils attendaient des gestes et pas des mots, un soutien et pas des condamnations. Et voilà, maintenant, franchement, si on regarde avec les autres pays d'Europe, la France, on est bien lotis en France. Il n'y a pas eu de manifestations monstres, il n'y a pas eu d'attentats. Alors il y a eu des actes antisémites terribles, cette petite gamine de 12 ans qui a été violée à Courbevoie, ce rabbin qui a été frappé à Neuilly. Et on a eu un été, c'était horrible cet été, mais moi je suis français, et je le dis toujours, la France m'a tout donné, je crois en la France et je reste en France et je me bats pour la France. Alors j'entends aussi à travers vos propos avec quelle attention vous suivez effectivement chaque événement qui arrive donc au sein de la communauté juive depuis voilà, le 7 octobre. Et d'ailleurs à travers ce livre, vous racontez beaucoup la manière dont vous avez souffert. On comprend aussi que vous ne racontez pas tout, parce que vous avez décidé de ne pas tout raconter. Et j'en laisse pour le tome 2. Très certainement, on verra bien. Mais c'est vrai que au fond, on se dit, alors, sans faire aucune comparaison, mais ça m'a fait penser à des exemples liés à des personnes du monde du divertissement, du spectacle, frappées par l'histoire et qui changent de vie. Alors il y a très longtemps en Israël, il y avait un certain Uri Zohar qui était un acteur, un humoriste, quelqu'un de très présent qui après la guerre des Kippour devient un rabbin. On a encore plus récemment un amuseur qui s'appelait Zelensky devenu président. Alors vous, je ne sais pas si vous êtes rabbin ou président, vous choisirez, mais... Ce sera malheureusement ni l'un ni l'autre. Voilà, mais vous avez le sentiment quand même qu'il fallait faire autre chose. Vous savez, moi j'ai 59 ans. Avec cette exposition à Tel Aviv, on le voit d'ailleurs, que vous avez décidé de faire. J'ai 59 ans, je suis dans une période de transmission de valeurs auprès de mes enfants depuis toujours. J'ai 3 enfants, un fils de 28 ans qui vit en Israël, un enfant de 15 ans, une petite fille de 10 ans. Quand le 7 octobre est arrivé, je me suis retrouvé comme pas mal d'entre nous affalé sur un canapé, comme un zombie, à regarder les informations. Ça a duré 4-5 jours. Ces 5 jours, on comptait nos morts, on essayait de savoir combien il y allait y avoir d'otages. Vous savez, il y a eu un moment de flou horrible, tragique, où c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes copains. C'est les gens ne peuvent pas comprendre que chaque juif sur Terre connaît de près ou de loin quelqu'un qui a été touché par le 7 octobre. Donc ils ne peuvent pas comprendre que quand on frappe au cœur d'Israël comme le 7 octobre, c'est le cœur de tous les juifs du monde qui saigne. Et c'est difficile d'expliquer qu'il y a 15 millions de juifs qui sont en apnée depuis 2 ans jusqu'à la libération des otages. Je sais que la nuit de la libération des otages, je pense que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais autant de juifs qui n'ont pas dormi. La dernière fois, c'était peut-être la nuit avant la sortie d'Égypte. Et ce truc-là, cette unité, cette force, j'ai voulu la retranscrire dans ce livre. Et souvent, les gens qui m'arrêtent dans la rue me disent « Vous avez mis des mots sur nos mots M-A-U-X ». Alors, soit je restais sur mon canapé et je sombrais dans une dépression, comme, non pas 10, mais 20, mais tous mes amis. Tous mes amis et vous, certainement, on était dans un état léthargique, mais parce qu'on était totalement abasourdis, on était stupéfaits de cette horreur. Il y avait un mélange de douleur et de stupéfaction. Et soit je passais dans ce que je faisais le mieux, c'était l'action. Et c'est ma femme qui m'a sorti de ce canapé, qui m'a dit « Fais ce que tu fais de mieux, va agir, prends l'avion ». Et je suis parti quelques jours après à Tel Aviv. Je suis parti au tout début de la guerre et
et j'ai découvert le Mamad 4-5 fois dans la nuit, les missiles. Les pièces protégées. J'étais à Tel Aviv quand l'Iran a fait sa première salve de missiles et de drones. J'y étais pour la seconde. J'y suis allé pratiquement 2 à 3 fois par mois depuis 2 ans. Vous avez retrouvé d'autres expériences que celles au fond de votre jeunesse avec le soleil, avec là aussi, mais il y avait une autre expérience. En fait, j'ai découvert le Tel Aviv fermé, vide, un peu comme à l'époque du Covid, et le Tel Aviv en guerre. Le Tel Aviv où, au milieu de la nuit, vous sursautez, vous courez dans un abri et vous attendez 15 minutes la détonation du dôme de fer. J'ai découvert en fait la vie d'un Israélien, le quotidien d'un Israélien. Il reste quelques minutes et avant qu'on puisse parler un peu de l'avenir, parce qu'effectivement les choses changent et c'est bien que vous puissiez nous en parler. Il y a un passage dans ce livre qui m'a aussi interpellé, qui est un peu humoristique, où on retrouve un peu votre capacité de pouvoir croquer un peu avec gourmandise les scènes. C'est lorsque, un chapitre que vous appelez La politique, le houmous et ma peine, vous participez à un brunch de juifs de gauche avec des personnalités en vue que l'on connaît, Delphine Orviller, donc Anne Sinclair, Raphaël Antoven, Caroline Fourès, vous les voyez partager le houmous, parler à la fois, comme vous dites, de manière, on peut à la fois parler d'Hannah Arendt et parler de la dissolution pendant qu'on mange le houmous et un brunch vegan. Et là, vous avez le sentiment d'être totalement en décalage. Vous dites, qu'est-ce que je fous là ? Oui, parce moi, que d'abord, populaire, oui, parce que on a toujours ce vieux complexe et je me retrouve à bruncher avec des gens d'abord que j'admire. Anne Sinclair, depuis 7 sur 7, je les regarde à la télévision. Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, Delphine Orviller, qui sont des gens passionnants, brillants. Et j'ai toujours ce complexe de l'amuseur qui n'est pas à sa place. Et finalement, vous savez, je vous parlais d'amis qui ont arrêté de faire sonner mon téléphone, mais j'en ai trouvé des nouveaux. Des justes, et eux sont des justes. Caroline Fourès, Sophie Aram, qui ont tout à perdre si ce n'est qu'à prendre des coups toute la journée, qui défendent les juifs et qui se battent contre l'antisémitisme au quotidien, sont devenus mes amis aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas une journée où on ne se parle pas 3 à 4 fois par jour, et donc finalement j'ai gagné au change. Et vous comprenez à quel point, parfois, certaines prises de position, notamment sur ce qui se passe avec le gouvernement israélien, avec l'offensive et la guerre à Gaza, leurs prises de position ont choqué les Juifs en France. C'est-à-dire que vous avez compris vous avez bien sûr senti et compris ce clivage, ce décalage. Alors, il y a qui parfois a pu choquer justement. Non, parce que pour certains, je sais de qui vous parlez. C'est dans leur ADN, et puis c'est leur conviction. Oui, c'est pour des positions. Et puis moi, j'aime. Il y a cette citation de Golda Meir qui disait: je suis Premier ministre d'un pays qui a 6 millions de présidents. Donc, ce qui fait la force aussi de ce petit pays, c'est le débat, c'est le fait que chacun a son libre arbitre et qu'on peut débattre, être en contradiction. C'est ça la vraie liberté. N'oubliez pas que 40 semaines avant le 7 octobre, les gens manifestaient par centaines de milliers dans les rues de Tel Aviv. Donc, oui, il faut de la contradiction. Sinon, si on est tous d'accord, on n'avance pas. Il faut du débat. Voilà. Le débat, effectivement, est consubstantiel au monde juif. Juste pour 2 lignes pour le plaisir et pour ceux qui nous regardent, vous dites dans ce brunch, ils citent Hannah Arendt entre 2 bouchées de mozza et peuvent expliquer le Proche-Orient avec une serviette en papier et un demi-avocat. Je les regarde avec une forme d'admiration mêlée à un discret sentiment d'imposture. Mais ce sont devenus aussi vos amis maintenant. Oui, mais comme quoi, d'abord, ils l'étaient pas parce que j'étais invité, je les connaissais, c'est des relations comme ça, et ils sont devenus mes amis parce que j'ai découvert leur profondeur et leur humanité. Le reste n'a pas d'importance. Est-ce que c'est porteur d'espoir, le plan Trump? Est-ce que les otages qui sont sortis, évidemment, c'est une dynamique, mais... Alors déjà, la sortie des otages, c'est un soulagement. Maintenant, il faut que les corps rentrent. Moi, vous savez, ce qui m'a le plus bouleversé, là, quand il y a eu toute la série de discours à l'ONU, c'est celui du Premier ministre indonésien. 280 millions de musulmans en Indonésie, et le Premier ministre indonésien, qui a demandé d'ailleurs à faire un voyage en Israël, reconnaît l'État d'Israël et son droit à la sécurité. Je crois que les accords d'Abraham, c'est l'avenir du Moyen-Orient. C'est l'avenir de tout le Moyen-Orient, pas uniquement d'Israël. Et le jour où ces accords seront mis en route, définitivement, je pense qu'on va aller vers un monde meilleur. Et j'y crois beaucoup. Moi, je suis très optimiste. En plus qu'on entend effectivement qu'ils peuvent s'agrandir bientôt avec l'Arabie Saoudite, avec l'arrivée de la Syrie, avec laquelle un accord est en train de se tisser. Et l'Indonésie qui va effectivement certainement rejoindre. Donc ça va changer totalement la donne. Et c'est ça la contradiction, c'est que vous avez l'extrême gauche européenne qui blâme Israël matin, midi et soir, et vous avez les pays arabes qui tendent la main et qui veulent enfin trouver une solution. Parce que ce petit pays qui est une immense famille, pendant la guerre,
malgré la guerre, on a quand même un PIB, on a une croissance qui est 6 fois celle de la France, 4 fois celle de l'Europe. Je m'amusais l'autre jour à regarder tout ce qui a été inventé dans la science, la recherche, la technologie pendant la guerre. On a 3 startups qui sont vendues plus de 20 milliards. C'est-à-dire que l'énergie, la créativité, l'intelligence, si la paix arrive, je pense que cette zone, ça va être... Moi, je vais m'installer au Moyen-Orient. J'irai là-bas. Et peut-être vous irez retrouver votre bédouin. Est-ce que vous avez espoir de le retrouver? Alors sachez que quand il est venu dîner à la maison avec ses frères et ses neveux, à la fin du repas, il m'a dit « J'aimerais que tu viennes dîner chez moi et je vais faire ce dîner ». Merci beaucoup Arthur de nous avoir donc donné votre témoignage. Je rappelle le titre de votre livre. Donc J'ai perdu un bédouin dans Paris aux éditions. Je peux ajouter un truc si vous me le permettez. Je vous permets. Vous savez, souvent quand on lit un livre, après on le met dans une étagère ou dans une bibliothèque. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand vous avez terminé ce livre, que vous l'offriez à quelqu'un. Juif ou non juif. C'est important, il faut que ça circule. Eh bien voilà, le message est passé. Un grand merci. En tout cas, on voit que votre sourire est revenu depuis 2 ans parce que sur toutes les photos, vous ne souriez pas et maintenant vous recommencez à sourire. Merci encore Arthur avec merci à vous. Votre devise que l'on devine. Souviens-toi de ton futur. À très bientôt.